Ravi de vous retrouver. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, la Banque mondiale décaisse 480 milliards au profit du Sénégal. Ce n'est pas tout car les 240 milliards de cette somme sont octroyés sous forme de dons. Les précisions dans ce journal. Cessez de vendre les bonnes graines aux Chinois, Dixit Alioudia. Cette déclaration du porte-parole du Comité national de suivi de la campagne agricole est mal digérée par le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide. Une déclaration aux allures d'injure selon Habib-Dia que vous entendrez dans quelques minutes. Le stade olympique de Diamniadio est à 66% d'exécution, un état d'avancement qui rassure à 8 mois de sa livraison. Et la rubrique article de la semaine fait un focus sur le compagnonnage entre les nervis et les hommes politiques, une relation qui ne date pas d'aujourd'hui au Sénégal. Si on interroge l'histoire. Bienvenue à tous. Financement de la Banque mondiale, le Sénégal bénéficie de 480 milliards, dont 240 sous forme de dons. Un financement pour le compte des filets sociaux, l'électrification rurale, les vaccins et le projet de cadastre et de sécurisation foncière. Aïssatou Kane et Seydina Mbaye signent le compte rendu. Quatre conventions autour de 480 milliards de francs CFA. Une convention entre la Banque mondiale et le Sénégal. Le programme intègre des filets sociaux et l'électrification. Premièrement, la politique d'équité territoriale sera poursuivie avec le projet régional d'accès à l'électricité et de technologies de stockage d'énergie par batterie qui a bénéficié d'un don de 64,5 millions de dollars, soit environ 35 milliards de francs CFA, en plus d'un prêt du même montant, pour l'atteinte des objectifs d'émergence à l'horizon 2030. La tournée économique a permis d'imprimer davantage la vision du gouvernement pour un Sénégal de tous et pour tous. L'accord de financement de 110 millions de dollars, soit 59 milliards de francs CFA, dont 64% non remboursables du projet sur les filets sociaux, communément appelés bourses de sécurité familiale, contribue à sortir les populations défavorisées de la pauvreté. Vacciner 60% de la population d'ici 2022 ont des objectifs de la Convention, mais pas que. Avec le PROCACEF, projet de cadastre et de sécurisation foncière, il compte aussi apporter des solutions aux problèmes liés au foncier. Deuxièmement, l'accès au foncier et sa sécurisation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, véritable moteur de la croissance, de développement d'équité en milieu urbain comme rural, seront vigoureusement renforcés avec le PROCACEF, projet d'amélioration du cadastre et du foncier au Sénégal. Avec un financement de 80 millions de dollars, soit 40 milliards de francs CFA, le gouvernement a conclu aujourd'hui un don de 67 millions de dollars, environ 36 milliards de francs CFA, et un prêt concessionnel de 40 ans pour parachever notre campagne nationale de vaccination. Les accords signés matérialisent les dispositions du PSE prévues par le président dans l'ensemble du territoire. Le ministre des Finances et du Budget confirme l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre ces projets de façon efficace. Les populations de la commune de Gandiaye vont enfin bénéficier d'eau potable. Le maire a lancé le projet de potalisation de l'eau. L'accès à l'eau potable a toujours été un problème pour les populations de cette localité, selon le maire Songue Diouf au micro d'Adam Assar et Astombaye. Il s'agit d'un problème d'unité de potabilisation d'eau pour faire accéder aux populations une eau potable, une eau de qualité. C'est un projet que nous avons démarré en 2018. Après évidemment la COP24 où j'ai rencontré M. Vernier qui est de l'ONG Mascara, où la problématique de l'accès à l'eau potable a été posée. Il est vrai que
nous avons de l'eau. Les populations accèdent à l'eau, mais l'objectif de développement durable, c'est que les populations accèdent à de l'eau potable. De qualité. Or, le problème de Gandiaye, qui est un problème évidemment qui concerne tout le mastichien de Kaffrine à Fatick, c'est une eau fluorée, c'est une eau salée, donc impropre à l'eau de boisson. Ce qui fait que les populations ont recours à l'eau de pluie commercialisée dans des conditions vraiment qui ne mille douteuses, si je peux dire. Donc ce qui pose un problème de santé publique. Santé, dont d'une ambulance d'une valeur de 38 millions de francs CFA au centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, un geste de la fondation Osiwa en partenariat avec l'association de développement du Gabou. La cérémonie de réception était une occasion pour les différents acteurs du secteur de magnifier ce partenariat. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba. Ambulance médicalisée. En remettant ses clés au directeur, le secrétaire exécutif adjoint de la Fondation Osiwa précise que ce don constitue une réponse aux besoins prioritaires du tout nouveau centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba. Comment est-ce qu'il faut rendre la résilience des établissements publics de santé pour répondre efficacement à la menace du Covid et à d'autres risques de ce genre. C'est dans ce cadre que nous avions appuyé les pays où nous intervenons dans différents domaines. Et ici, il s'est trouvé que c'est l'ambulance qui a été déterminée comme un besoin prioritaire par les autorités médicales de la région en rapport avec le ministère de la Santé. Cette occasion est saisie pour magnifier le partenariat avec l'association de développement Le Gabou. Évidemment, c'est un partenariat de qualité que nous avons développé et le Gabou aujourd'hui se situe comme un partenaire stratégique de Osiwa. Cette ambulance permettra de faire face aux urgences. Cet hôpital dispose de plusieurs spécialités, mais cette ambulance nous permettra, pendant le transport des malades, vraiment d'assurer des soins de qualité. Se félicitant des retombées d'un partenariat fructueux, le président de l'association Le Gabou appelle à une synergie d'action autour de cet hôpital pour promouvoir la qualité de la santé publique qui doit être une affaire de tous. Je pense que c'est toutes les communautés de la région de Sédhiou qui doivent s'y atteler tous ensemble pour qu'on essaie de promouvoir la question de la santé publique qui n'est pas une affaire du seul gouvernement du Sénégal. Cette cérémonie de réception s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital régional où toute l'équipe s'affaire autour des derniers réglages pour l'inauguration par le chef de l'État dans les prochains jours de cette infrastructure sanitaire de dernière génération. La logistique au cœur de la ZLECAf pour développement intégré de l'Afrique a été au cœur du débat entre les étudiants de Subdeco et le directeur du COSEC. En croire Mamadou John, la logistique occupe une place prépondérante dans cette ZLECAf. La conférence a été également le lieu de désigner le rôle que la logistique peut jouer. Écoutons le directeur général du COSEC au micro de Mame Seynabou Babou. Donc nous avons passé, en revue la place de la logistique dans cette ZLECAf, parce que qui parle de logistique dit tout ce qui a trait aux infrastructures, tout ce qui a trait au transport, tout ce qui a trait, au flux à la fois physique, mais également au flux dématérialisé, au flux non physique. Et parle également de facilitation, parle également de tout ce qui a trait aux procédures et process de production. Nous avons passé en revue la place de la logistique dans cette ZLECAf. ZLECAf qui est déjà là, qui est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Comme nous le savons, à travers le monde, ce qui fait la différence entre les États, entre les entreprises, c'est la recherche de l'efficience. Or, pour rechercher l'efficience, il faut analyser tous les circuits qui vont de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la fabrication finale, jusqu'à la commercialisation, y compris ce que les gens appellent les services supports, notamment tout ce qui est finance, aspect juridique, etc. Or, la logistique englobe toutes ces questions. Et nous avons pu analyser, n'est-ce pas, dans le cadre de cette ZLECAf, quel rôle la logistique devrait pouvoir jouer pour permettre aux pays africains, aux 55 pays africains, d'atteindre les objectifs assignés à la zone d'échange continentale.
Faire bénéficier aux professionnels de l'information et de la communication d'une mutuelle de santé, c'est l'objectif de cette initiative de la presse et de la CMU qui cherche à mettre les professionnels des médias ainsi que leurs proches dans de bonnes conditions. La synthèse de cette rencontre avec Mme Seynabou Babou et Seydina Mbaye. Pour répondre à la lancinante question de la prise en charge médicale, la presse en collaboration avec la CMU a mis sur pied une mutuelle de santé pour les professionnels de l'information et de la communication. Avec l'appui technique de l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle, la presse s'est portée volontaire et a constitué un comité d'initiative mutualiste pour mettre sur pied cette mutuelle de santé des professionnels de l'information et de la communication. Ceci est le résultat de tant d'efforts du comité d'initiative qui affiche ses ambitions d'avoir une mutuelle de santé d'envergure nationale forte et pérenne. Selon le président de la presse, l'objectif de cette mutuelle est de faire bénéficier aux professionnels des médias d'une assurance maladie. Initié par la presse et accompagné par l'ANACMU, la CMU, la mutuelle de santé des professionnels de l'information et de la communication, l'AMPIC, a pour objectif principal de faire bénéficier à tous les acteurs des médias une assurance maladie. L'inscription est de 2 000 francs et la cotisation à 7 000 francs, soit 9 000 francs par an. Une mutuelle de santé avec plusieurs avantages. Une prise en charge de 80% est assurée aux bénéficiaires dans les structures de santé publiques. L'adhésion à la mutuelle donne droit aux bénéficiaires à une prise en charge médicale à hauteur de 80% dans les structures de santé publique et des médicaments à hauteur de 50% dans les officines privées. Pour ce faire, des conventions seront signées avec toutes les structures de santé du pays ainsi qu'avec les pharmacies pour une couverture médicale effective et efficiente. Cette mutuelle de santé mise sur pied par l'Association de la presse pour l'entraide et la solidarité et la couverture maladie universelle est une initiative pour régler l'absence de la prise en charge sociale des journalistes et techniciens des médias pour la plupart. Cessez de vendre les bonnes graines aux Chinois, c'est l'invite du porte-parole du comité national pour le suivi de la campagne agricole lors de sa tournée à Kaolack. Une sortie qui ne passe pas pour le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide. Selon Habib Thiam, cette déclaration est une insulte pour les producteurs. Le président du COPEGA faisait face à la presse de compte-rendu de Adamassar. Dakar Dem Dikk, tout le monde sait que le nouveau... Le président de COPEGA, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, est très remonté contre le porte-parole du comité national de suivi de la campagne agricole à Alioudia. Selon Habib Thiam, dire que les bonnes graines sont vendues aux Chinois est une insulte pour les producteurs. Vraiment une insulte pour les producteurs parce que c'est méconnaître le monde rural. Parce que si aujourd'hui j'ai la possibilité de vendre quand même une tonne d'arachide à 300 000, 325 000, est-ce que moi, je m'aventurerai quand même à ne pas garder des semences pour ma production de l'année prochaine? C'est une insulte intellectuelle quand même qu'on inflige aux producteurs. C'est pas juste. Concernant la distribution des semences, Habib Thiam appelle le gouvernement à accompagner les coopératives. Nous pensons que quand même que tel schéma que le gouvernement est en train de donner des semences, nous ne partageons pas quand même cette idée. Et que ce sont les coopératives qui doivent s'approprier quand même de ce métier en produisant des semences de qualité, aussi en cherchant aussi des semences de qualité pour leurs producteurs. Et que le gouvernement n'a qu'à même accompagner ces coopératives, et pas de manière individualiste, quand même de prendre un opérateur et lui donner tant de tonnage pour aller donner aux producteurs. Selon lui, avec cet accompagnement, beaucoup d'emplois pourront être créés. Et que si on passait par des coopératives, en instituant des coopératives, en créant des sociétés privées de production de semences certifiées, de semences de qualité, et que si le gouvernement voudrait quand même donner à X personnes des semences, il n'a qu'à faire la commande dans ces sociétés privées de production de semences.
qui seront suivis, qui seront encadrés, et que dans ce cadre-là, même dans la création d'emplois, nos ingénieurs, nos agronomes qui sont, on va les insérer dans ces sociétés de production de semences certifiées. Dans la commune de Taïba-Niassène, plus de 1000 hectares sont déjà aménagés pour accompagner les producteurs. Autre chose, le syndicat unique des travailleurs de Dakar, affilié à CSA, fustige le travail de l'ancienne direction. Par ailleurs, ces syndicalistes condamnent, selon leurs termes, les manipulations de la part d'anciens dirigeants pour perturber le fonctionnement de l'entreprise. Ils ont fait face à la presse pour dénoncer cette situation. Je vous propose d'écouter Alassane Niang, le secrétaire général en charge des revendications du syndicat unique des travailleurs de Dakar Demdik au micro de Mamadou Lamine Fati. Dakar Demdik, tout le monde sait que le nouveau DG a hérité une situation catastrophique. Il est monté au chrono pour faire comprendre aux partenaires sociaux que nous sommes que la situation qu'il a trouvée à Dakar est extrêmement grave. Il s'est battu bec et ongle. Il a créé une subvention de 200 000 litres de carburant parce qu'on n'arrivait plus à avoir du carburant. Pour dire aux populations, aux gens, bientôt, Inch'Allah Rabbi, tous ces désagréments seront derrière nous. Donc nous invitons aux travailleurs de se mettre au boulot. Et là, j'interpelle et j'alerte tous les cadres, directeurs et directrices fonctionnaires de l'ancienne direction générale, l'ancienne administration, sous le magistère de l'ex-DG. Ils ont été comptables de la mauvaise gestion de l'ex-directeur général, Maître Moussa Diop. Ils ont été rétrogradés parmi eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de coopérer avec des syndicalistes encagoulés pour balayer la route à cette nouvelle équipe de la direction. C'est que nous n'accepterons pas. Après la sortie des populations de Doukourapel favorables à leur attachement à Diamniadio, une autre partie a organisé une assemblée générale pour montrer leur volonté d'appartenir à la commune de Yen. Elle estime que le maire de Yen a fait des réalisations à Doukourapel et ceux qui s'activent pour retrouver Diamniadio sont minoritaires. Baladiao, notable à Doukourapel et au micro de Baba Kassek. Si vous analysez très bien sur le plan social au niveau de Doukourapel ici, c'est une seule maison, c'est une seule famille. Je ne vais pas quand même citer un nom ou bien un nom de famille, mais c'est une seule famille. Et ils tournent autour de 3 personnes ou 4 personnes. Ces 4 personnes-là habitent toutes dans la même maison. Vous pensez que cela c'est démocratique? Ce n'est pas du tout démocratique. Vous voyez, le président de la République a bien, quand il a fait le projet de redécoupage, il a bien analysé la situation et il nous a donné raison pour dire que Doukourapel 2 reste dans la commune de Yen. À Doukourapel, il y a eu un changement. Mais le changement aussi, il ne peut pas être brutal. On ne peut pas avoir au même moment de l'eau, on ne peut pas avoir au même moment l'électricité, on ne peut pas avoir au même moment un urbanisme adéquat. Non, c'est un programme qui a été initié par le maire de Yen. Laissons le maire, qui est le principal responsable politique de la zone, laissons-lui faire son programme, laissons-lui dérouler son programme, et tout le monde y verra. Il y a 10 ans de cela ou 5 ans de cela, nous puissions de l'eau d'ici 3 km. Actuellement, toute la population, même cette eau-là, toute la population se réunit au niveau du forage. Ensuite, l'école de Doukourapel 2, que nous avons institué ici aussi, a déjà au forage. L'électricité est venue, hein? Bien d'autres choses encore pourront venir. Nous sommes en train même de lutter pour qu'on ait notre propre CM ici. Donc, les choses doivent avancer comme elles doivent se faire, mais dans le respect quand même d'un calendrier républicain, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'actualité, c'est également ce débat à l'hémicycle sur la présence ou pas des terroristes au Sénégal. Si pour Serigne Mansour Sy Djamil, la question terroriste n'a pas lieu d'être invoquée dans ce projet de loi, finalement voté hier à la majorité, une appréciation contraire à ce sujet a été soulevée par Cheikh Tidiane Gadio. L'ancien patron de la diplomatie sénégalaise affirme, exemple à l'appui, que notre pays est bien infiltré par des organisations terroristes. Cheikh Hassan Fall. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui n'a rien à voir avec un terrorisme réel existant au Sénégal. C'est les derniers soubresauts d'un régime en perdition. À ces allégations du député Serigne Mansour Sy Djamil, l'ancien patron de la diplomatie sénégalaise, répond et avertit. Pour Cheikh Tidiane Gadio, les terroristes sont bel et bien chez nous et ne cessent de nous menacer. Il est difficile d'accepter ce qu'on a entendu aujourd'hui. Attention,
Le Sénégal n'est pas épargné par le terrorisme. Ils ont choisi de ne pas être actifs au Sénégal. Voilà la vérité. Soumaïla Cissé, que Dieu ait pitié de son âme, m'a dit personnellement que parmi les jeunes qu'il gardait, il entendait des jeunes parler Wolof et Pulaar. Il les a interpellés, c'était des Sénégalais. Le chef de la police de Gao, police djihadiste islamiste, c'était un Sénégalais. 2 jeunes Sénégalais en Libye ont déclaré qu'ils sont en train de se préparer. Quand ils vont arriver au Sénégal, première mission, c'est d'aller détruire le mausolée de Mamoulaye et le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que ce n'est pas de l'islam et qu'ils le feront un jour. Donc dire que le Sénégal n'est pas menacé, que le terrorisme n'est pas une réalité, ce n'est pas une bonne chose. À ces avertissements du diplomate qui a touché la fibre religieuse, le député leader du parti Bosbouniak réplique, rappelant que tous nos guides et références ont une fois dans leur vie été traités de terroristes. L'âge Omar Foutu a été accusé de terroriste. Thierno Souleymane Baal a été accusé de terroriste. Maba Diakhou a été accusé de terroriste. Abdelkader Kane a été accusé de terrorisme. Mandela a été accusé de terrorisme. Amilcar Cabral a été accusé de terrorisme. Toutes les personnes qui, à un moment de vie, ont résisté pour sortir de la bastonnade et de la barbarie, on les a accusés de terroristes. Et ce qui s'est passé au mois de mars, la fameuse pierre qu'on a retrouvée entre vos mains, si c'était en ce moment, aujourd'hui, on vous aurait accusé de terroristes, alors que ce geste-là était un geste symbolique de résistance. Au moment où le Sénégal est ceinturé par des nations accablées par les terroristes, le nouveau projet de loi révisant le code pénal et le code de procédure pénale pour lutter contre le terrorisme a alimenté la polémique à l'hémicycle. À 8 mois de la date de livraison, la progression des travaux du stade olympique de Diamniadio est plus que satisfaisante. La société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles de Diamniadio et du Lac Rose, lors d'une visite de chantier, a constaté que 66% des travaux sont achevés. Le stade de dernière génération sera accompagné de 2 annexes de 2000 places. Le reportage de Babacar Seck. Le stade olympique du Sénégal de Diamniadio prend forme. 66% des travaux ont été exécutés. Ce stade de nouvelle génération d'une capacité de 50 000 places est conforme aux standards internationaux. Nous avons un stade également qui répond à toutes les communautés pour accueillir les grandes compétitions internationales. Tout ce qui se passe, tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux dans le monde va se retrouver dans ce stade, notamment la Goal Line technologie, les systèmes de VAR. Nous avons également des salles VIP, very VIP et même des salles de loges présidentielles pour accueillir les hautes personnalités qui vont avoir le plaisir de découvrir le jeu au niveau de ce stade. 2 annexes au grand stade sont aussi en construction avec des tribunes et pistes d'athlétisme qui peuvent servir de terrain d'entraînement. Nous avons également des annexes qui sont constituées de 2 terrains d'entraînement. L'un est constitué d'une piste d'athlétisme de 8 couloirs, conformément à la réglementation I2AF, qui permettra au moins des compétitions, de pouvoir tenir au moins des compétitions d'athlétisme mondial, de classe 1. En plus de cela, ce terrain dispose d'une tribune de 2000 places. L'autre terrain est en gazon synthétique. Le chantier du grand stade est pourvoyeur d'emplois avec 70% de Sénégalais. Un stade également qui est un grenier d'emplois parce que plus de 1500 travailleurs y officient actuellement, dont 70% de Sénégalais, sans compter tous ceux qui seront employés plus tard lorsqu'il sera dans une phase d'exploitation. Le stade du Sénégal de Diamniadio sera livré le 22 février 2022. La société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose a fait savoir que l'entreprise en charge des travaux a une avance de 2 semaines sur le délai de livraison.
Et votre rubrique hebdomadaire article de la semaine s'intéresse ce soir au compagnonnage entre gros bras nervis et hommes politiques. Cette relation ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers pas ont été constatés sous le régime du Parti socialiste dans les années 90 et la présence de gros bras lors de la récente tournée économique du chef de l'État a suscité beaucoup de commentaires. Le camp du pouvoir tente de se dédouaner. Le site d'information emedia.sn s'est intéressé à ce sujet. Le point avec El Hadj Malissi. Le compagnonnage entre gros bras et hommes politiques, une longue histoire. La récente tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays a amplifié la polémique. Occasion pour le site emedia.sn de poser le débat. Nous sommes dans un contexte où depuis quelque temps on parle de nervis au Sénégal. Ça s'est accentué avec les tournées économiques du président de la République récemment au nord du pays. On a remarqué la présence de nervis qui a suscité un débat au niveau de l'opinion publique. Les gens s'interrogent sur la nécessité du président de la République à recruter, ils le disent comme ça, à recruter des nervis. Bon, on sait que c'est pas peut-être lui qui recrute des hommes de main, peut-être que ce sont ses collaborateurs à qui il rend visite qui ont recruté des personnes pour assurer leur sécurité. Mais ça fait débat parce que certains considèrent que ces gens-là, ce sont des nervis. Donc on s'est intéressé à la question, essayer de voir est-ce que ça c'est une nouveauté ou bien on avait l'habitude de le voir sur l'échiquier politique. Et les gens à qui nous avons interrogé nous disent clairement que la présence des nervis aux côtés de certains hommes politiques ne date pas d'aujourd'hui. Premier pas sous le régime de Abdou Diouf dans les années 90. Une présence encombrante qui remonte au règne socialiste selon mon confrère de emedia.sn. Ce sont les gens que nous avons contactés, un ancien commissaire de police bien entendu, qui nous a fait comprendre que ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec les socialistes, il y avait ce qu'on appelait les comités d'action. C'était des gens que les socialistes recrutaient pour assurer leur sécurité au niveau de leur rencontre, politique. Le phénomène s'est accentué avec Maître Abdoulaye Wade, avec les marrons bleus, les calots bleus du moins. Il y a le commissaire de police qui nous dit que même parmi certains ces calots bleus-là, certains sont après recrutés au niveau de la police avec des grades de commandant, je ne sais pas. Maintenant, le phénomène a persisté aussi encore avec le président Macky Sall, avec les marins du feu, comme on les appelle. Donc pour dire que à chaque fois, on remarque la présence de ces gens-là sur la scène politique. Le camp du pouvoir, c'est des douanes. L'on parle d'agents de sécurité ou de militants. La majorité refuse alors la connotation péjorative du vocable. On a contacté un responsable politique de l'APR qui nous a fait savoir clairement que ces gens-là, lui, il refuse catégoriquement le terme de nervis parce qu'il considère que c'est un terme péjoratif et ce qui est le cas. Mais en tout cas, c'est des hommes de certains politiciens. On peut ne pas leur appeler autrement. Donc ils disent que ces gens-là sont des membres de l'APR. Ils précisent clairement que ils sont des militants de l'APR, mais ils se chargent de la sécurité de certains responsables et de protéger ces responsables-là quand ils ont des manifestations politiques. Donc c'est des gens qui assurent la sécurité et non des nervis. Le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite, Bassamba Camara, est sans équivoque. Il ne faut pas confondre nervis et agents de la garde rapprochée du président. Une partie de sa garde rapprochée n'est pas souvent en uniforme comme les agents de la BIP, brigade d'intervention polyvalente. C'est la force régalienne. Dans une république quand même, la force, on sait ce qu'ils doivent gérer, la force régalienne. Donc c'est pourquoi il y a débat autour de ce sujet-là, parce qu'on ne peut pas comprendre quand même qu'un président de la République se déplace, on constate des gens
qui ne sont pas d'agents de sécurité. Ça suscite des interrogations. Parce qu'un président de la République, un président de la République qui se déplace, et de sur quoi le président de la République qui dit qu'il est en train de faire des tournées économiques. Donc il a des prérogatives pour faire des tournées économiques. Donc quand il se déplace, je pense que ce sont des agents de sécurité qui doivent l'encadrer et non des négligés. Je pense que c'est ça qui a amené le débat aujourd'hui. Nervi, gros bras ou agent de sécurité. La frontière est souvent très fine. Pour le journaliste de emedia.sn, les différentes tendances politiques parlent d'agents chargés de la sécurité quand il s'agit de leur camp et de Nervi dès qu'il s'agit du camp adverse. Et l'intégralité de cet article sur www.emedia.sn. Ce soir, vous allez suivre votre série Dérapage. Tout juste après, vous retrouverez Ndaye Marème Gueye, Grand Laye Ndiaye et Sokhna Awa dans Fouré ou Mutol. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre journal. Bonne soirée.